Madame, Monsieur, bonjour, il est 16 h, bienvenue dans l'édition de Rabat. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la première édition du journal de cette édition. Je vous retrouverai juste après avec le dossier du jour. Il sera consacré au programme de coopération Compact 2, un accord conclu entre le gouvernement marocain et la Millennium Challenge Corporation, un fonds de développement américain. Le directeur général de la Millennium Challenge Account, Monsieur Lakhdar, viendra développer avec nous le contenu de cet accord qui porte notamment sur l'amélioration de la qualité du capital humain à travers entre autres la formation des plus jeunes. Et puis en fin d'édition, comme chaque soir, ce sera l'heure de notre entretien culture. Aujourd'hui, nous parlerons de la Nuit blanche du cinéma et des droits de l'homme qui ouvre ce soir à Rabat sa 6e édition. Fadwa Maroub, la trésorière de l'association organisatrice de l'événement, viendra nous présenter le programme. Mais tout de suite, c'est l'heure de la première édition du journal d'Afrique Soir avec Manal El-Akhdari. Bonjour Manal. Bonjour Hanan, heureuse de vous retrouver dans ce carrefour d'informations. On commence avec le journal de la rédaction. Voici les titres. À la une de l'actualité, ces déclarations de l'armée russe. Elle aurait probablement tué al-Baghdadi, chef de Daesh, fin mai près de Raqqa. Sa mort a déjà été annoncée plusieurs fois sans être confirmée. Et dans le chapitre diplomatie, on part en Arabie Saoudite. C'est là où s'est rendu aujourd'hui le ministre turc des Affaires étrangères. Oglo évoque la crise entre le Qatar et ses voisins du Golfe et tente de trouver une issue. Au Royaume-Uni, l'enquête sur l'incendie de Londres se poursuit. La police dispose de nouveaux éléments. Le revêtement installé sur la façade de la tour pourrait avoir joué un rôle déterminant dans la propagation des flammes et le bilan s'alourdit. Au moins 30 morts. Et avant de développer tous ces titres, voici cette information qui vient de nous parvenir. L'ex-chancelier allemand Helmut Kohl, père de la réunification allemande, est mort ce vendredi à l'âge de 87 ans. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Ses partisans l'appellent le fantôme. Ces apparitions sont rares. Abou Bakr al-Baghdadi, chef de Daesh, aurait été tué dans un raid russe en Syrie. C'était lors d'une frappe menée fin mai sur une réunion de hauts dirigeants de l'organisation extrémiste près de Raqqa, principal bastion de l'EI dans le nord de la Syrie. C'est en tout cas ce qu'a annoncé aujourd'hui l'armée russe. Mais ce n'est pas la première annonce du genre. Depuis 2014, des rumeurs et des informations sur la mort du chef de Daesh ont régulièrement circulé, mais elles n'ont jamais été confirmées. Et l'armée russe a annoncé aujourd'hui vérifier par divers canaux si la frappe aérienne de mai dernier a tué Abou Bakr al-Baghdadi. Je vous propose l'analyse d'Olivier Anne. Il est chercheur et spécialiste du Proche-Orient. Sa mort a été annoncée plusieurs fois déjà depuis 5 ans. Ce qui est intéressant, c'est que là, ce sont les Russes qui communiquent. Bon, l'armée russe a une communication très particulière, très encadrée, très précautionneuse, toujours à défendre évidemment le régime de Damas. Or là, l'aspect spécifique de cette communication russe est intéressant. Ils communiquent un peu à l'américaine, dans un domaine qui était plutôt celui des Américains, c'est-à-dire les frappes sur des cibles à haut potentiel sur l'État islamique. Donc la frappe et ce succès, si vraiment il est confirmé, est aussi un pied de nez fait aux Américains. Il est évident que de toute évidence, Abou Bakr al-Baghdadi a déjà choisi son successeur, puisque ce personnage vivant dans les mythes tirés de l'histoire califale abbasside va imiter les califes qui nommaient leur successeur avant même leur mort. Il y a un prochain calife de l'État islamique qui est déjà en piste. Dans le chapitre diplomatie, on met le cap sur l'Arabie Saoudite. C'est là où s'est rendu aujourd'hui le ministre turc des Affaires étrangères, Çavuşoğlu. Il poursuit donc sa tournée dans les pays du Golfe après le Qatar et le Koweït. Objectif, évoquer la crise diplomatique entre le Qatar et ses voisins du Golfe. Mercredi dernier, le chef de la diplomatie turque a clarifié sa position ou la position de son pays. La Turquie reste impartiale et souhaite contribuer à désamorcer la crise.
En revanche, Ankara a apporté son soutien à Doha lorsque l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Égypte ont rompu la semaine dernière leurs relations diplomatiques et économiques avec le Qatar. Ils l'ont accusé de soutenir des organisations terroristes et de s'être rapproché de l'Iran. En Égypte, maintenant, la décision du Parlement ne semble pas plaire à l'opposition. L'opposition dénonce l'approbation de la rétrocession de 2 îles à l'Arabie saoudite. Cette semaine, la police a arrêté environ 50 militants. Des appels à manifester aujourd'hui contre cette décision. L'avocat n'a donné aucune précision sur l'identité de ces militants, les raisons exactes ou le lieu de leur arrestation. Les opposants au régime du président Abdel Fattah al-Sisi l'accusent d'avoir rétrocédé ces 2 petites îles inhabitées de la mer Rouge en échange du soutien financier de Riyad. Les autorités se justifient, les 2 îles appartenaient à l'Arabie saoudite, mais Riyad a demandé en 1950 au Caire d'en assurer la protection. Et au Royaume-Uni, on en sait un peu plus sur les causes de l'incendie survenu à Londres. Le revêtement installé sur la façade de la tour de 24 étages pourrait avoir joué un rôle déterminant dans la propagation rapide des flammes qui ont fait au moins 30 morts. Ce revêtement a été installé lors d'une rénovation partielle de l'immeuble achevé en 2016. Selon la compagnie Ridon, en charge des travaux, toutes les normes de construction ont été respectées, notamment la prévention des incendies et la sécurité. Mais des habitants mettent en question le niveau de qualité de la rénovation. Et on quitte maintenant le Royaume-Uni pour la France. Plus que quelques heures nous séparent de la fin de la campagne électorale du second tour des législatives. Principal enjeu, le taux d'abstention. D'ailleurs, le Premier ministre français a appelé à la mobilisation des électeurs pour éviter une nouvelle abstention record dimanche. Il veut ainsi légitimer le raz-de-marée annoncé pour la République en marche du président Emmanuel Macron. Rappelons que le premier tour du 11 juin a connu un niveau historique d'abstention, 51,3%. Il a entaché l'avance très large du parti présidentiel. Selon les derniers sondages, République en marche et son allié centriste Modem remporteraient dimanche entre 440 et 470 des 577 sièges de l'Assemblée nationale, soit une majorité considérable. Pour ce qui est du Front national, il devrait obtenir entre 1 et 6 députés, bien loin de ses espoirs de devenir la première force d'opposition après son score historique à la présidentielle. Et au Maroc, l'examen du procès des accusés dans les événements de Gdimizik est reporté au 11 juillet prochain. C'est ce qu'a décidé la chambre criminelle après l'annexe de la cour d'appel à Salé. Selon le procureur général du roi, après la cour d'appel à Rabat, les avocats des mises en cause se sont attardés sur le contexte général des événements survenus au camp Gdimizik avant d'exposer les rapports de l'expertise médicale. Ces rapports qui comportent des contradictions n'ont pas tranché sur les plaintes des accusés concernant des prétendues pratiques de torture et ne peuvent ainsi constituer des preuves. C'est ce qu'a assuré Hassan Daki. Et on revient dans cette édition sur la décision d'un tribunal sud-africain d'envoyer le dossier de saisie d'un phosphatier marocain en jugement sur le fond. Selon le porte-parole du gouvernement marocain Mustafa Al-Khalfi, cette décision est en contradiction avec le droit international. Le Royaume rejette en bloc cette décision et la dénonce. Il va y riposter avec toute la fermeté requise. C'est ce qu'il a déclaré hier, c'est ce qu'a déclaré Mustafa Al-Khalfi à Rabat. Pour rappel, le 1er mai 2017, un juge sud-africain a ordonné la saisie conservatoire d'une cargaison de phosphate en provenance de Fous-Boukra, ce qui a entraîné une immobilisation temporaire du navire à Port Elizabeth. On vous invite maintenant à découvrir Fous-Boukra, filiale du groupe OCP. Il est actuellement engagé dans un plan de développement d'environ 2 milliards de dollars. Objectif, drainer une plus grande valeur ajoutée pour la région. C'est aussi une opportunité de développement social à long terme au profit de la communauté locale. Les précisions avec Fayrouz Bentalb. Exploités par la société Fous-Boukra, les gisements de phosphate de Oued Dahab sont situés dans les provinces du Sud, à 100 km au sud-est de la ville de Laayoune et à 1200 km de Casablanca.
Fos Bokra s'est engagé à accroître ses activités aux côtés de la communauté locale. Son but est d'élargir les opportunités d'emploi et d'assurer une croissance dynamique à long terme qui profitera à toute la région. La société a mis en place une stratégie de création d'opportunités et de développement pour la population locale. Elle emploie près de 2200 salariés, dont 76% proviennent de la région, alors qu'ils ne représentaient que 4% en 1977. Elle est actuellement engagée dans un plan de développement qui totalise environ 2 milliards de dirhams. Ces investissements vont lui permettre de développer sa chaîne de valeur à travers la construction d'une plateforme intégrée de production d'engrais et d'un nouveau port. Sur une période de 35 ans, Fos Bokra a investi près de 20 milliards de dirhams dans les régions du Sud, alors que 2,7 milliards des bénéfices sont réinvestis localement. Avec une capacité minière installée de 2,6 millions de tonnes par an, Fos Bokra exploite le plus petit dépôt de minerai de phosphate détenu par le groupe OCP, puisqu'il ne représente que 1,6% des réserves totales du Maroc. En restant en Afrique, et on prend maintenant la direction de la République démocratique du Congo. L'avenir du pays serait en grand danger et pour cause. Aucune élection présidentielle n'a été organisée à ce jour pour trouver un successeur à Joseph Kabila. C'est ce qu'estime l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, et plusieurs ex-présidents de pays d'Afrique. Pour rappel, Joseph Kabila a refusé de quitter le pouvoir à la fin de son mandat. En décembre dernier, un autre homme fort fait parler de lui. Aujourd'hui, c'est l'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi. Il a assuré que son retour au pays est imminent. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU a demandé à l'État que Katumbi puisse rentrer en République démocratique du Congo et puisse aussi participer librement et en toute sécurité en tant que candidat aux élections présidentielles. La présidentielle a été d'ailleurs prévue pour la fin de l'année, mais les retards subis dans l'élaboration des listes électorales et les problèmes de financement du scrutin rendent cette perspective peu probable. Le 16 juin de chaque année, le monde célèbre la journée de l'enfant africain. Le comité d'experts sur les droits de l'enfant invite les États membres de l'Union africaine à prêter plus d'attention aux enfants. Cette 27e édition est axée sur l'agenda 2030 de l'Organisation pour le développement durable en faveur des enfants du continent. Compte rendu d'Amadou Sabarba et Sanoussi Sané. Le comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant suggère que la question de l'enfance soit prise en compte dans les politiques publiques des États africains. Rappeler aux États que l'enfant doit être pris en compte dans toutes les politiques et programmes de développement qui sont mis en œuvre. Et que les études de développement durable doivent également permettre beaucoup plus d'investissement en faveur de l'enfant. Ainsi, 17 points des objectifs pour le développement durable sont opportuns pour le bien-être des enfants. Le comité africain demande par ailleurs la mise en œuvre effective de tous les instruments juridiques internationaux relatifs à l'enfance. Parmi les 169 cibles qui sont fixées pour les 17 objectifs, on a 48 qui concernent directement les enfants, 47 qui concernent indirectement les enfants. Ça veut dire que sur l'ensemble des cibles, peut-être presque deux tiers. Le chef du département des politiques sociales de l'UNICEF de rappeler les liens forts qui existent entre l'économie et la société où évolue l'enfant. On ne peut pas seulement penser aux enfants comme étant effectivement seulement dans le domaine social. Le social, l'économique, l'environnemental sont étroitement liés. La journée du 16 juin est commémorée en souvenir du massacre en 1976 de centaines d'élèves qui manifestaient à Soweto en Afrique du Sud pour de meilleures conditions de vie et d'apprentissage. Direction le Niger, l'Assemblée nationale a examiné et adopté le projet de loi organique portant code électoral. Le nouveau texte de loi comporte des innovations majeures et apporte surtout des correctifs aux insuffisances dans l'organisation des élections générales de 2016. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité des 137 députés présents à l'hémicycle. C'est en réponse aux appels de toutes les parties prenantes, partis politiques, commission électorale nationale indépendante et société civile.
On reste au Niger, là où les pluies torrentielles dévastatrices ont fait au moins 14 morts, essentiellement des enfants à Niamey, la capitale. Selon le gouvernement nigérien, les dégâts matériels sont considérables. Les intempéries ont causé des effondrements de murs de maisons. Les eaux ont également touché de nombreuses installations techniques et les inondations touchent aussi la Côte d'Ivoire. Et les précisions avec Jean Djibril William et Mohamedou. Des routes impraticables, des maisons détruites, une ville au ralenti. C'est le spectacle qu'offre Niamey après les 2 jours de pluie diluvienne qui se sont abattus sur la ville. Des précipitations qui n'ont épargné aucun quartier de la capitale nigérienne, y compris les bâtiments administratifs sensibles. En témoigne l'arrêt de la diffusion des programmes pour plusieurs organes de presse, dont les 2 chaînes de télévision publique. Nos documents, nos archives, toutes nos archives sont parties. Pratiquement, on a perdu beaucoup de matériel. Même la diffusion, on a dû trouver des solutions alternatives pour pouvoir diffuser. On ne diffuse plus on ne produit plus à partir de la maison mère. Des pertes matérielles mais aussi humaines. Le gouvernorat de Niamey fait ainsi état d'un bilan provisoire de 9 enfants tués dans l'effondrement de leur maison. Un bilan qui pourrait néanmoins s'alourdir du fait des nouvelles pluies attendues dans les prochains jours. Les autorités de la capitale ont par ailleurs entamé ce jeudi une visite afin d'évaluer l'ampleur des dégâts dans les zones les plus touchées par ces intempéries. Les derniers chiffres officiels sont toujours attendus. Parlons commerce maintenant. Le mois de Ramadan est une aubaine pour plusieurs commerçants, de la vente de chapelets à celle des livres religieux. Ces activités ont le vent en poupe dans la capitale sénégalaise. Reportage à Dakar de Fatima Takan et Abdallah Souelem. En cette période de Ramadan, difficile de parcourir les rues de Dakar sans tomber sur quelqu'un avec un cure-dent. Appelé aussi siwaga en arabe, ces bâtonnets se vendent comme de petits pains. Le prix varie entre 25 francs et 100 francs CFA selon la variété. Notre business marche bien. Alhamdulillah, on ne se plaint pas. Même avant le Ramadan, ça marchait. Mais maintenant, c'est encore mieux parce que le cure-dent est très prisé par les jeûneurs. Au-delà de leur rôle présumé de trompe-faim, l'utilisation des cure-dents est très appréciée dans l'islam parce qu'il recouvre aussi plusieurs bienfaits. Ça me fait du bien quand je prends mon cure-dent, ça m'empêche de manger pendant le mois de Ramadan et puis ça m'empêche aussi, ça m'aide à ne pas fumer de la cigarette parce que moi je fume peut-être 2 ou 4 cigarettes, mais maintenant je vois que je ne fume plus à cause du cure-dent. Une autre activité qui marche bien pendant le Ramadan, c'est la vente de chapelets. Ils trouvent subitement un regain d'intérêt en cette période de forte dévotion religieuse au profit des vendeurs. C'est le cas du vieux Djibril Sow. Nous rendons grâce à Dieu. Notre commerce marche bien. Et puisque je m'en sors, c'est bien. Si certains utilisent le chapelet seulement durant le Ramadan pour mieux pratiquer la religion, pour d'autres, il fait partie de leur quotidien. Le chapelet a des vertus et c'est indispensable dans la religion. Cela fait presque 50 ans que j'ai mon chapelet et ça me fait toujours du bien. Outre les cure-dents et chapelets, les livres saints participent davantage au décor des rues de Dakar. Autant de moyens de dévotion des Sénégalais qui se multiplient pendant le Ramadan. Fin de cette édition. Dans un instant, le JT de l'économie en compagnie d'Oumaïma Sbila. On se retrouve à 16h30 pour une nouvelle édition. Merci de rester avec nous.